Chronique des Mascareignes, la voix de l'océan Indien à Montréal, présentée par Joyce Viramutu. La Chronique des Mascareignes est une émission découverte en hommage d'un groupe d'îles situé au milieu de l'océan Indien. Attachez vos ceintures pour nos découvertes musicales et actualités culturelles. Tous les lundis de 13h30 à 14h au 102.3 FM. Bonjour à tous et bienvenue à la Chronique des Mascareignes, votre émission dédiée à la découverte de la musique du monde et des personnalités issues de l'archipel des Mascareignes, composé de plusieurs îles comme l'île Maurice, la Réunion, Seychelles, Rodrigue et plusieurs petites îles. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, et que vous avez passé une bonne fin de semaine et que vous êtes en pleine santé. Donc aujourd'hui, la Chronique des Mascareignes continue sa couverture du mois du créole. Donc cette semaine, il y a plusieurs activités, dont vendredi le 25 octobre, avec une conférence La musique dans toute sa créolité, qui est un échange sur la diversité et les perspectives de la musique créole, Sega Maloya, de l'île de la Réunion, Maurice, Seychelles, Compas et aussi du Zouk de la Guadeloupe. Donc, les conférenciers seront Jean-Pierre Moutou, musicien mauricien, fondateur de l'Académie de musique typique MRU, Ali Acacia, acteur culturel haïtien, sera lieu à la Maison d'Afrique et c'est gratuit. Donc, allez voir toutes les prochaines activités du mois du créole sur le site moisducréole.ca. À ne pas manquer lundi 28 octobre, la soirée de clôture de cette 23e édition qui va célébrer la 42e journée internationale créole en musique, chant et poésie. Donc, cette fois-ci, ça a lieu au Centre des mémoires montréalaises. L'entrée est libre. On vous invite à célébrer le créole pendant cette dernière semaine. Et oui, toute l'année. Cette semaine, j'ai un invité très spécial pour vous. Il s'agit de M. Jean Razafindambo, un journaliste muet en auteur, établi à Ottawa, Ontario, Canada. Il est d'origine malgache, donc il a exercé à Madagascar de 1974 à 1984 le métier de journaliste formé sur le tas par le journal Dina après ses études classiques au lycée Gali et Ni, devenu actuellement lycée d'Andola. Donc, il était un élève plutôt indiscipliné selon ses enseignants et il se souvient de s'ennuyer beaucoup en classe. Il habite au Canada depuis 1986 après avoir quitté Madagascar en 1984 et un séjour de 2 ans dans un camp de réfugiés au Zambie. Il est marié, père de 4 enfants, maintenant adulte, et il a la joie d'être grand-papa de 5 petits-enfants. Donc, il a aussi servi dans la fonction publique canadienne pendant 25 ans, de 1987 à 2012, à titre de chargé de projet principal du ministère de la Santé du mois de novembre 1995 jusqu'à son départ à la retraite en 2012. Donc, il a obtenu en 2 reprises au sein du ministère de la Santé le prix d'excellence attribué tous les ans par chaque direction générale à ses employés méritants en matière de bonne gouvernance, d'éthique et de conduite exemplaire. Accueillons maintenant M. Jean Razafindambo, auteur qui va nous parler de ses 3 livres, L'Absurdistan, Ici l'Enfer 261, Nuances du mal et Tuer en dernier recours. Donc c'est une trilogie et il va partager avec nous son parcours.
Donc, bienvenue, Monsieur Jean Razafindambo. Vous avez un beau parcours professionnel à Madagascar et au Canada. Est-ce le fait d'être à la retraite qui vous a motivé à devenir auteur? Oui, parce que après la retraite, j'ai commencé à avoir beaucoup de temps à consacrer à l'écriture. Non, parce que l'idée d'écrire a toujours été en moi, même pendant le temps où j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral. Je tenais une chronique hebdomadaire dans un journal à Madagascar. Donc, je n'ai jamais cessé d'écrire. L'idée de devenir auteur de romans, ça c'est quelque chose de nouveau, parce que j'ai publié un livre qui est en fait le recueil de toutes les chroniques que j'ai envoyées au journal depuis, je pense, 1995 ou quelque part par là. Mm-hmm. J'ai publié un recueil que j'ai intitulé Lettre à mon pays, mais où est-il parti, ce meilleur de lui-même? Oui. Cet exercice de mettre ensemble les chroniques que j'ai écrites m'a donné, parce qu'il y a beaucoup de limites là à écrire en tant que journaliste sur Madagascar, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prouver. Exactement. Et même si moi je les ai vécues, je les ai entendus, je les ai vus, les faits, alors il y a donc des limites là. Mm-hmm. Donc le fardeau de la preuve est sur le journaliste. Par contre, quand je suis devenu un auteur, je me suis débarrassé tout de suite du fardeau de la preuve. Mm-hmm. Alors, donc, c'était juste moi et mon imagination et mon inspiration. Les faits, moi, je les ai dans ma tête depuis toujours. Alors, je les ai alignés. J'ai mis ensemble des faits qui, chronologiquement parlant, ne se sont pas passés dans la même année, ni même dans la même décennie, mais je les ai mis ensemble. J'ai concocté un signe, parce que l'essentiel pour moi, c'est de parler des faits et de parler du contexte dans lequel ces faits-là se sont déroulés. Le romancier s'est donné à cœur joie de même d'exagérer les faits, de transformer les faits comme je l'entendais. Donc vous précédez un peu ma prochaine question qui est, donc vous avez écrit 3 romans fictifs basés sur des faits réels, ayant au centre une ville fictive qui s'appelle l'Absurdistan. Donc pourquoi ce choix de nom de l'Absurdistan? Moi, je suis né, j'ai grandi dans un pays qui, d'une année à l'autre, ne cesse de tomber dans l'absurdité. Mm-hmm. Alors, vous avez bien l'Afghanistan, vous avez bien le Kazakhstan. C'est de là qu'est venu le nom de l'île, en fait, et non pas de la ville, mais de l'île. L'île de l'Absurdistan. D'ailleurs, dans la langue de Madagascar, le tan, ça veut dire la terre. Donc, l'Absurdistan, en fait, là, c'est la terre de l'absurde, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, ça reflète un peu qu'est-ce que vous viviez à Madagascar. On parlait de la politique, des blocages que vous avez vécus. Vous m'avez dit aussi qu'on vous reconnaissait dans la rue, hein, dans le temps à Madagascar. Oui, dans le temps où je publiais le journal presque underground, là, à Majanga, ça c'est une ville qui est sur la côte nord-ouest de Madagascar. Les autorités à ce moment-là pensaient que c'était juste une folie de jeunesse et que ça allait passer. Mais plus le temps passait, plus le journal gagnait en notoriété. Et donc moi, le créateur du journal, je devenais comme un personnage public de la ville. Et les voitures, quand j'étais dans la rue, les voitures s'arrêtaient pour les gens voulaient me parler, me saluer.
Et ça a fait peur au régime parce qu'ils ont pensé à ce moment-là que j'allais utiliser ça pour entrer dans la politique, cette notoriété-là, ils ont pensé que j'allais devenir un député ou le maire ou je ne sais pas quoi d'autre, mais moi, je n'avais aucune envie d'entrer dans la politique. Pendant les 10 ans où j'ai exercé le métier de journaliste à Madagascar, j'ai vu le modus operandi et le modus vivendi de presque tous les politiciens que j'ai fréquentés. Là. Ça ne me convenait pas du tout et ça ne me convient pas encore aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça, ils se sentaient menacés. Ça prouve la force des médias. Hein. Les médias ont beaucoup de pouvoir. Donc, surtout un journal qui était un peu activiste, si on peut dire. Activiste dans le sens où, parce qu'on était du temps de la censure à ce moment-là, alors tout le journal en entier, là, on était obligé de soumettre 21 exemplaires, d'abord imprimer 21 exemplaires et soumettre ça à la censure. Mais on a évité ça par la suite, c'est pour ça qu'on était presque underground, là, parce que on publiait les éditions du journal là, qui ne passaient plus du tout par la censure et ils s'en sont aperçus là, par la suite. Et les menaces d'arrestation, c'est très facile là, pour un régime à Madagascar de vous accuser d'atteinte à la sécurité de l'État, alors trouble à l'ordre public. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le pays, parce que des amis qui travaillaient au tribunal me disaient déjà, au mois de juin, alors que le procès pour atteinte à l'ordre, à la sécurité de l'État et trouble à l'ordre public n'était que le 1er août 1984, moi je le savais déjà au mois de juin qu'ils allaient me mettre à l'ombre pendant longtemps. Ouais, donc ça devenait dangereux. C'est ça. Oui, moi je ne voulais pas perdre ma liberté. Et je suis parti, même si je ne savais pas encore jusqu'où je pouvais aller. Là. Wow. Je suis allé aussi loin que mes maigres moyens m'ont permis. Et j'ai quitté le pays là sans aucun regret là. Ben, sans aucun regret, c'est peut-être... Ou sans regarder en arrière ou... Sans regarder en arrière. Ouais. Je suis parti et j'ai regardé en avant et j'ai continué. Et je le fais encore. Passons maintenant à une pause musicale avec la chanson Maloya de Eric Manana, un choix de notre invité du jour. Jani fenanguru tawo miampikuritsana tupatupa malefaka araila makuvelvel tabaky dudu antanyo mialan maloyary zareo kasamia misikina somary milaiky atsirotsitra firika nefa miangola famody tsotsotra tsy debe filatry fa mitolatole araina tsika tosiky ny foka maravoravo e izy no maloya kandizo miadana efa latsaka anaty tena lalipakaka tonga fanay e nandalo sikolona ny ampiavandra fa izy tsy mate fa nilon'ireo olo maro voarara tsy ahita masoandro izy no maloya nateraky la réunion ora maloya tiara maloya maeto misidina misy ratra tsy sitrana ora maloya. Donc, vous avez écrit 3 livres. Si vous pouvez les nommer, je les ai nommés au début. Mais est-ce que c'est l'idée d'écrire 3 livres, c'était déjà prévu dès le premier écrit ou ça s'est développé par la suite? Oui, le livre
livre-là, c'était parti d'abord de presque une boutade, là. Ça tournait beaucoup dans ma tête, l'enfer 261, Mhm. pour ne pas dire l'enfer de Madagascar. C'est en fait l'enfer 261 qui appelle l'île de l'Absurdistan. Donc le titre du premier roman, c'est L'Absurdistan, ici l'enfer 261. Mhm. Et le livre s'est bâti autour de ce titre, parce que le titre est venu avant même que je commence le manuscrit. D'accord. Ça, c'est le premier roman. Le deuxième roman, c'est Nuances du mal, qui est donc la suite du premier roman, même si l'histoire ne se ressemble pas, même si les personnages sont pratiquement les mêmes, mais j'ai ajouté d'autres personnages dans Nuances du mal. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver le titre pour le deuxième roman, Mhm. et c'était presque vers la fin, quand j'ai lu le roman de Dolores Redondo. Ça c'est une auteure espagnole qui est traduit en français. J'ai lu son roman qui s'intitule De chair et d'os. Et en lisant le livre-là, j'ai vu les trois mots nuances du mal. Ok. Tout de suite, ça m'a frappé et j'ai remercié beaucoup Dolores Redondo là, parce que j'ai piqué le titre Dans son livre. roman. Oui. C'était en lisant son roman que j'ai trouvé le titre. Donc, Le le troisième roman, livre, oui. le troisième roman, ça c'était comme le premier roman. J'ai trouvé le titre avant même de commencer à écrire le manuscrit. Le titre c'est Tuer, virgule, en dernier recours. Mhm. Parce que quand vous êtes en enfer et que vous êtes conscient des nuances du mal qui s'y passe, inévitablement, tuer devient une priorité là. Et en politique à Madagascar, tuer c'est littéralement, ou dans un sens figuré, tout le monde tue. Mhm. Oui, et puis c'est ça, le troisième roman, c'est en fait là, c'est dans ma tête là, la question à laquelle je voulais trouver une réponse, c'est comment se débarrasser de toutes les belles crapules sur l'île de l'Absurdistan. Mhm. La réponse à ça, c'est tuer en dernier recours. Oui. Donc, c'est se libérer en commettant un acte extrême, n'est-ce pas? Pour... Mais en ouais. fait, moi, je ne suis pas violent de nature, mais moi, je préfère être violent avec ma plume Mhm. dans mes écrits qu'être violent dans ma vie personnelle ou dans Oui. ma vie sociale ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est... Alors, Oui. j'ai fait le choix là. D'écrire pour exprimer votre colère, vos frustrations. Donc, c'est un bel exercice, hein, d'écrire pour... c'est un échappatoire aussi. Je pense aux jeunes qui font du rap, qui font du slam. Donc, ils s'expriment au lieu de, comme vous dites, aller faire des actes de violence. Donc, ils s'expriment en écrivant des paroles de chansons. Donc, c'est un peu comme ça que je C'est vois. une thérapie pour moi. Oui, Là. c'est thérapeutique, oui. Ouais, c'est vraiment thérapeutique pour moi, là, parce que si la première personne qui a vraiment qui a vraiment bénéficié des trois romans, c'est d'abord et avant tout moi-même. Parce Mhm. que je me suis guéri de pas mal de, comme vous le dites, la frustration, La euh, colère. la colère, et pas mal de sentiments là, qui sont pas La tristesse aussi, parce que c'est... la tristesse C'est, aussi, oui. oui, absolument. Ouais. L'angoisse et tout ça, là, parce que moi j'ai vécu ça là, au moment de l'apprentissage de mon adaptation ici au Canada. Mhm.
ce n'était pas Ce n'est pas rose, facile. comme on dit, c'est pas facile, non? Ouais, ce n'était pas. Oui, même si maintenant, là, quand les gens me posent la question, et disent pourquoi tu es venu au Canada, moi je réponds toujours, je suis arrivé ici au Canada, mais tout compte fait, c'est le plus bel accident de ma vie. C'était le destin, on appelle ça le destin. Oui, je pense oui, parce que moi, là-bas, la première, quand je suis arrivé au Canada, c'était un mois d'avril, le 16 avril, et il faisait déjà 5-6, mais Mhm. moi, je grelottais en sautant de l'avion, là, même si les hôtesses m'ont donné 2 ou 3 couvertures. Ouais, Donc, le premier hiver, pour moi, là, était vraiment très difficile. ouais. Et j'ai même pensé, oh, je vais mourir dans ce pays. Ah oui, c'est toute une Mais adaptation, ouais. oui, mais le deuxième hiver, c'est comme mon corps s'est adapté à tout ça, là. Il y a même mes amis canadiens, quand ils me voient l'hiver sortir en t-shirt dehors, ils disent, hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il fait Ouais. déjà 2-3 degrés là dehors, alors pourquoi ne pas en profiter? Donc mon corps, à commencer par mon corps, là, et ma tête aussi, le mental joue beaucoup là-dedans. Ouais. C'est très C'est bien vraiment adapté. physique, hein, s'adapter au froid quand on vient d'un pays chaud. Le sang est plus liquide quand il fait chaud et quand il fait froid, le sang devient plus épais. Donc, le corps doit s'adapter physiquement à l'environnement. C'est vraiment, c'est scientifique et c'est pour ça que vous aviez froid sur l'avion, là, parce que votre corps n'était pas habitué. Donc, Quand, quand j'ai quitté la Zambie, moins 20, il faisait 29 degrés ou 30 degrés. Là, quand je suis arrivé à Montréal, il faisait peut-être 3 ou 4. mhm. Alors, l'amplitude thermique a changé beaucoup. Et c'était trop pour mon corps là, qui ne sait pas préparer. Mais je ne vois pas aussi comment est-ce qu'on peut se préparer à ça. Là. Ouais, C'est ouais. pas, Ouais, faut le c'est vivre, hein. quelque chose qu'on apprend dans le vécu. Là. C'est Aussi. ça. C'est pour ça que le deuxième hiver, j'ai beaucoup apprécié le deuxième hiver parce que mon corps s'est acclimaté. Uh-huh. Même les gens qui étaient autour de moi, là, ils étaient surpris, là. Et moi, je leur répondais, je ne sais pas, mais en quelque part, mon corps a peut-être déjà vécu ça dans une autre vie ici au Canada. Ça, j'ai aucune idée, là, Ouais, on sait pas. Donc, vous m'aviez mentionné que vous alliez donner des conférences, entre autres dans des écoles. Donc, de quel sujet parlez-vous aux élèves et c'est à quel niveau? C'est primaire, secondaire, universitaire? mais oui, je vais dans les universités, en fait, parce que les gens du secondaire, mes livres sont trop violents pour Mhm. les gens du secondaire. Alors, les gens à l'université peuvent faire la part des choses là, en lisant mes romans. OK. Alors, j'y vais là-bas là, pour parler de justice sociale, de parler de comment la politique se pratique dans beaucoup de pays en Afrique, Mhm. pourquoi l'Afrique est à la traîne du développement humain, ou du développement social, ou du développement économique. Oui, c'est intéressant, oui. Bien Mhm. aussi dans les tables de concertation pour les réfugiés, parce que moi, je crois profondément, euh, parce que on entend beaucoup le terme réfugié économique qui, selon moi, c'est une aberration, parce que chaque réfugié est politique. C'est la politique qui dicte l'économie. Mhm. Alors, si les gens sont des réfugiés soi-disant économiques, ils sont forcément victimes de la politique, là, Ben oui, de logiquement, l'économie oui. dictée par, par la politique. Alors, donc, il n'y a pas de réfugiés économiques, il n'y a que des réfugiés tout court.
Ben Les oui, réfugiés politiques, si on doit mettre un adjectif là, sur le réfugié. absolument. Je vous donne 100% de raison parce que réfugié économique, ça n'a pas de sens pour moi. Et souvent au Québec, on a des phrases comme ça, des dénominations qui ont pas beaucoup de sens, mais bon, comme mère monoparentale ou quand on parle de minorité racisée, les personnes racisées. Donc, pour moi, la race, ça rapport aux animaux. Donc, on peut dire des personnes de la diversité, mais des personnes racisées, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est le Québec, hein? Vive le Québec! Et merci pour cette belle entrevue. Donc, vous pouvez, chers auditeurs, auditrices, vous procurer les livres de Jean Razafindambo, un auteur de Madagascar qui est établi ici. Vous pouvez visiter son site web, le www.enfer-261.com. Je vais partager l'information sur ma page Facebook Mascareigne Musique et Monde et le groupe mauricien à Montréal. Donc, vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion. Donc, merci beaucoup, Monsieur Razafindambo, et je vous souhaite bon succès. D'ailleurs, vos livres se vendent bien, n'est-ce pas? Vous faites plusieurs salons de livres et espérons que les auditeurs et auditrices à l'écoute soient touchés par votre parcours et qu'ils se procurent votre livre. Donc, merci d'avoir été sur les ondes du 102.3 FM à la chronique des Mascareignes. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mes romans. Tu fais tourner ton tête avec ton lamba blanc. Vraiment t'es jolie avec ton lamba blanc. Et moi je t'aime à la folie avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête avec ton lamba blanc, tu fais tourner tant de têtes avec ton lamba blanc. Je t'ai donné il y a 2 années pour tes 20 ans, pour tes 20 ans, pour tes 20 ans. Un lamba blanc. Dès que tu l'as mis, les garçons se mirent à chanter cette chanson. Dès que tu l'as mis, les garçons se mirent à chanter cette chanson. Tu t'avances en silence, ton joli corps